Avant que ton épisode ne commence, sache qu'il y a eu un petit problème de captation du son du côté de notre invité durant les premières minutes de l'enregistrement, mais que ça ne dure pas sur toute la durée de l'épisode. Donc accroche-toi un petit peu au début et profite de cet échange riche et passionnant entre Cédric et Enoch. Aujourd'hui, on va parler de boxe et de carrière. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors aujourd'hui, on reçoit un grand monsieur, de par la taille, le poids, mais aussi par le parcours. Et je suis absolument ravi de l'accueillir. En fait, j'ai fait connaissance avec Enoch Effa au cours d'une petite conférence que j'ai eue avec d'autres chefs d'entreprise. Et moi, j'ai tout aimé. C'est-à-dire que j'ai aimé évidemment la personne avant tout, mais j'ai aussi été impressionné par le parcours et très intéressé par les conseils en dehors du sport, des conseils très concrets sur la carrière et sur le management. Et donc, j'ai demandé à Enoch s'il accepterait de venir témoigner sur le podcast, et il m'a dit oui tout de suite. Et donc, Enoch, je te salue, je te dis bonjour, et comment vas-tu ? Écoute Cédric, je vais très bien. Je suis vraiment enchanté, honoré de cette connexion parce que quand il y a des conférences comme ça, il y a des personnes avec lesquelles tu as des connexions qui sont vraiment fortes. Ouais. Et justement, tu en as fait partie. Je savais que, et de par mon parcours, on va en parler plus tard, que quand il y a ces connexions, ça donne souvent naissance à des choses, mais insoupçonnées et insoupçonnables. Et là, nous voici là en train d'échanger et je pense que c'est le début de bonnes choses. Donc oui, comment je vais très bien. Génial. Faut quand même dire qu'on fait l'effort de travailler pour vous un dimanche matin à 11h25 et que Enoch a même dû envoyer ses enfants faire des courses. Oui, on a encore le droit d'envoyer ses enfants faire les courses, donc j'ai usé de ce droit. Et c'est cool. Bon, en tout cas, je te remercie infiniment de participer. Ce que je te propose, c'est déjà de commencer par nous donner un petit peu ton parcours, les étapes importantes. Et puis après, on ira un petit peu plus dans le détail et puis on discutera un petit peu philosophie du management et là, ce qui va nous servir de trame, c'est de se construire un parcours de champion. Et donc justement, commençons par ton propre parcours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ça, nous raconter qui tu es, d'où tu viens et puis surtout, voilà, qu'est-ce que tu as fait, quel a été ton parcours jusque maintenant? Alors, qui je suis? Non, j'aime bien, en fait, parce que quand je pose la question à des personnes auxquelles je m'adresse, je leur demande de s'identifier d'abord par rapport à leurs valeurs avant de s'identifier par rapport au statut. Donc, moi, je suis vraiment un passionné par la révélation des potentiels, en fait. J'aime voir les gens augmenter en valeur et aussi, j'aime voir aussi comment des personnes arrivent à créer de la valeur. Donc, ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Après, maintenant, ce que je fais aujourd'hui, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe IGS. J'ai rejoint en fait l'équipe du groupe IGS pour contribuer au développement international d'écoles de commerce françaises. Et en parallèle de ça, je continue en fait mes activités à destination de décideurs qui ont décidé d'avoir un impact. Et mon parcours m'a amené à ça parce que j'ai une conviction forte, c'est que je m'adresse quotidiennement à des champions du quotidien qui me demandent en fait des choses sur ce qu'ils sont déjà, à savoir être des champions du quotidien à travers des outils qui m'ont moi amené à être champion du monde. Donc après, concrètement, ce qui m'amène là, ce que j'ai pu acquérir dans mon parcours, c'est 3 titres de champion du monde que j'ai pu mener en parallèle de mes formations. Je suis allé passer mes licences, maîtrises dans tout ce qui est domaine du management, direction de structure, parce que j'avais pour vocation, pour ambition d'entreprendre et si possible dans le domaine de l'éducation. Et petit à petit, étape par étape, comme j'étais confronté à des choses très très terre à terre comme comment trouver un emploi, comment arriver avec ma singularité auprès d'un décideur pour pouvoir faire en sorte que mon CV passe, parce que quelqu'un qui vient devant toi et qui te dit il veut s'entraîner 11 fois par semaine et en même temps être performant en entreprise, tu peux avoir quand même un questionnement, notamment dans les années 2000. Donc face à ces problématiques-là, j'ai eu à monter des dispositifs qui connectent des entreprises et des décideurs à des jeunes qui cherchent un emploi, un stage ou une formation et qui ont des profils un peu atypiques. Donc petit à petit, ça a jalonné un peu mon parcours jusqu'à ce que je puisse performer sur le ring et en dehors des rings. Génial.
Et en fait, c'est parti de quoi? Moi, j'aime bien revenir à l'origine de l'origine. C'était quoi un petit peu ton rêve d'enfant qui t'a amené à réussir à faire tout ça? Je crois aussi que tu as écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle 12 rounds pour exister au-delà des échecs. On le mettra d'ailleurs en enfin, on mettra un lien de toute façon dans le descriptif si vous voulez aller plus loin. Mais voilà, moi j'aime bien repartir au début. Ton rêve d'enfant, c'était quoi? Alors, mon rêve d'enfance, il s'est aiguisé au fur et à mesure, en fait, parce que j'ai déjà eu, j'avais un héritage familial, notamment un héritage maternel et paternel, euh, vraiment axé sur l'importance de combattre, mais pas dans le sens violence, hein, dans le sens surmonter l'adversité pour vraiment s'affirmer et cultiver sa singularité. Alors concrètement, ça voulait dire que moi, dans mon rêve d'enfance, je voulais être la meilleure version de moi-même. Okay. Et ça s'est vu en fait parce que j'avais des personnes autour de moi qui l'incarnaient, à savoir mes parents, qui étaient originaires de pays qui étaient même pas francophones, avec qui, par exemple, j'ai dû apprendre à lire et à écrire, si on parle de ma mère, et qui en grandissant en fait, se sont retrouvés à avoir un enfant, donc moi, qui était un peu frustré de me retrouver entouré de personnes qui ne rêvent plus et qui ne veulent pas révéler leur potentiel et qui développent des références. Parce qu'on a tous des références, hein, des références qui amènent plutôt soit de la colère, de la violence ou à la résignation, quoi. Donc du coup, quand j'ai compris en fait que qu'on avait tous un peu ces challenges communs en grandissant, c'est-à-dire de trouver un sens, de la performance et tout ça, ça a commencé vraiment à nourrir ce rêve. Et moi, mon rêve, voilà, c'est celui-là, c'est de me dire que je peux incarner un peu le monde des possibles, de dire que je vais amener des personnes à révéler leur potentiel et à faire en sorte qu'on crée vraiment des ponts là où d'autres créent des murs, quoi. Génial. Et à travers ça, bah, du coup, si on me dit quel est mon rêve et que je dois le synthétiser, je veux vraiment aujourd'hui incarner le monde des possibles en investissant dans le domaine de l'éducation pour amener des personnes qui sont par exemple issues originaires d'autres continents, et notamment l'Afrique, vu que j'ai des origines d'Afrique, à pouvoir créer des ponts, mais de manière un peu égale, avec des personnes comme nous, comme moi, qui suis né en France, autour de compétences qui ont une autre valeur ajoutée, et autour aussi de qualités humaines qui nous permettent d'échanger autour de choses qui nous enrichissent mutuellement. Donc, c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui à la création d'établissements ou de contribuer à des programmes de formation, d'éducation, post-bac, et que je mets en place avec le groupe IGS notamment. Et d'autre part aussi en m'adressant à des personnes comme toi qui se disent, tiens, à quoi je peux contribuer aussi? Et du coup, nous voilà en train de délivrer le message. Génial. Donc, c'est un rêve d'enfance vraiment qui est parti de références, de personnes socles qui ont construit mon parcours. Des personnes qui n'étaient pas forcément des personnes qui me ressemblent physiquement. Ça aussi, c'est une chose, voilà, c'est des personnes qui ont nourri vraiment cette phrase et cet adage de mes parents, de ma mère. Tu auras affaire à des frères et sœurs de valeur avant d'avoir affaire à des frères et sœurs de couleur. Et voilà, ça fait une belle photo tous les deux là, non? Génial. Ouais, j'adore. Ouais. Ok. Au cours de ton parcours, est-ce qu'il y a des rencontres ou une rencontre en particulier qui t'a marqué, qui t'a peut-être fait bifurquer ou qui a renforcé peut-être d'ailleurs ton rêve? Oui, complètement. Alors il y a deux rencontres. Une rencontre à l'adolescence. C'est une juge qui s'appelle Madame Daskevich qui m'a proposé un challenge. Suite au décès de ma mère, en fait, j'étais un peu, je pense que je me sentais un peu démuni, aussi un peu en colère. Et je partais dans d'autres orientations. J'ai changé mes références. Hein. C'était plus les feux de l'amour ou la petite maison dans la prairie. Et là, on était passé dans des références qui étaient en phase avec cette colère. Et ça m'a amené à un type de comportement qui me rapprochait de la délinquance, mais sans tomber dedans, parce que j'avais quand même des valeurs fortes qui m'avaient été transmises. Non pas que ceux qui sont dans la délinquance n'ont pas de valeur, hein, mais c'est juste que moi, j'avais décidé d'en garder. Et elle m'a dit, si on s'est rencontrés du coup dans le cadre c'est un tribunal pour enfants, ou affaires familiales, je sais plus c'était quoi exactement. Elle m'a dit, si jamais tu te fais une situation sociale, tu te construis, entre guillemets, tu te remets dans la rail, et je te mettrai en place un dispositif pour que tu puisses petit à petit resserrer les liens avec ta petite sœur. Okay. Donc quand je vois une personne comme ça qui dépasse le cadre de son champ de compétences et qui me propose ce challenge-là, elle avait pas du tout l'obligation de le faire.
Ça a été vraiment déjà une graine qu'elle a plantée sur le fait qu'on peut œuvrer au-delà de nos compétences ou de nos tâches professionnelles. Et la deuxième rencontre aussi, ça a été dans le cadre du réseau Entreprendre, quand j'ai été lauréat. Donc les réseaux Entreprendre, bon, je pense que tu connais. Ouais. C'est groupements d'entrepreneurs qui accompagnent d'autres entrepreneurs qui se lancent ou qui se développent. Et là, ils m'ont questionné très 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 vite sur l'impact réel que j'avais dans le cadre de l'activité dans laquelle je m'étais lancé, à savoir j'allais me lancer dans des franchises de salles de remise en forme, mais nouvelle génération, connectées. On utilise la boxe, mais sans contact, sans se faire du mal, mais plus pour se défouler, et avec un modèle économique qui était hybride. Mais en fait, je me perdais là-dedans parce que je m'enfermais dans le sport, alors que j'ai une vision qui tend à s'ouvrir. Et ces deux rencontres-là, en fait, elles ont été vraiment marquantes parce qu'ils étaient vraiment pas obligés, mais c'est des personnes qui étaient animées par leur mission. Ouais. Puis qui t'ont fait confiance aussi. Je pense que la juge, elle a dû sentir qu'elle pouvait placer de la confiance en toi et que c'est pour ça qu'elle t'a proposé ça. Elle a dû sentir qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer, quoi. Carrément. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment content de m'adresser à des personnes, comme toi. C'est de se dire que quand tu mises sur le potentiel humain, tu ouvres des limites insoupçonnées. C'est vrai. Aujourd'hui, dans les organisations qu'on a, on a des responsables des ressources humaines, mais une ressource est limitée. Donc j'imagine encore et je fantasme limite sur le fait qu'on puisse passer de cette notion d'aller puiser dans des ressources humaines à puiser dans le potentiel humain, parce que c'est ce qui m'est complètement arrivé et voilà. Et c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'entendais ça il y a pas longtemps. Je diverge 2 minutes. Après, je reviendrai un petit peu parce que j'ai envie d'en savoir plus sur le parcours. Mais j'ai entendu un truc intéressant il y a pas longtemps. Je crois que c'était un chef d'entreprise qui disait ça. Et il disait, en fait, moi, finalement, mon entreprise, c'est presque un prétexte pour me développer moi. C'est-à-dire que on dit souvent, on va scaler l'entreprise, on va scaler ce truc-là. Et il disait, moi, en fait, mon entreprise, ça me sert à me scaler moi. Et c'est vrai que avoir une mission, etc., tu peux le voir comme je veux réaliser ma mission, etc., mais tu peux aussi le voir comme un moyen de te développer toi et de devenir meilleur. Et d'ailleurs, en général, les deux se passent en même temps. Et je pense que parce que moi je connais un petit peu ton parcours parce que j'ai vu déjà ton témoignage et plusieurs fois, tu vas peut-être nous en dire plus, mais plusieurs fois tu as dit finalement moi je suis champion du monde de boxe française, mais en fait finalement la boxe c'est pas que t'as dit c'était pas mon truc, mais un peu quand même. J'y suis allé parce que ça me permettait de m'émanciper, de me développer, etc. Et ça m'avait marqué. Et je trouve que c'est une première idée qui est vraiment intéressante si on développe des idées dans cette interview. C'est votre job, votre mission, que vous soyez manager, que vous soyez entrepreneur, etc. C'est aussi un moyen de vous développer. Et d'ailleurs, quand on est chef d'entreprise, si on réussit à faire en sorte que nos managers, les gens qui travaillent pour nous, se développent chez nous en tant que personne, on a gagné parce qu'ils vont performer et ils vont rester. Donc c'est quand même les deux missions du manager. Je suis totalement en phase avec toi. Vraiment, alors là, je suis à deux doigts de te demander si tu veux pas qu'on inverse les rôles là, parce que tu vois, là, c'est vraiment, tu vois, là, t'as agi, là, ce que tu viens de partager, c'est les mêmes choses qu'on se dit en tant que champion. Ouais. Tu pars en compétition, mais finalement, les personnes qui sont souvent les plus déçues ou les plus heureuses, ce sont les personnes qui sont en phase avec le résultat. Oui. D'accord? Mais toi, quand tu l'as fait intimement et au départ, c'était pour toi. T'as impacté les personnes en nourrissant, en fait, une vision qui est intérieure. Et donc, plus tu as nourri cette vision intérieure, plus tu as pu te connecter aux autres. Alors qu'aujourd'hui, on a des personnes dans les maladies modernes qu'on peut retrouver comme le burn-out ou toutes ces choses-là, qui, en fait, en s'oubliant et en oubliant le vrai pourquoi intérieur, se retrouvent à brûler ou à se cramer parce que, du coup, on est plus sur le résultat, la performance et les retombées. On est plus dans cette quête-là que d'en nourrir, en fait, chacun des moments de l'entraînement, de la formation, enfin, des moments qui te permettent de grandir. Et qui précède le faire grandir. Génial. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qui m'avait vraiment plu quand je t'avais vu. Alors, je reviens
je dirais, on va y aller, mais il y a déjà un bon message, moi je trouve, qui est passé. Est-ce que tu voudrais nous parler d'échecs ou de réussites qui t'ont particulièrement marqué? Là, on a vu les personnes qui t'avaient fait bifurquer, évoluer, etc. On a parlé de tes parents, on a parlé en particulier de ta maman, on a parlé de cette juge, et puis après, plus tard, les gens que tu as rencontrés dans le réseau Entreprendre. Est-ce qu'il y a des événements, des réussites et des échecs qui t'ont marqué particulièrement? Alors, on va prendre au niveau de l'entreprise. Ouais. J'ai voulu, dès le départ, en fait, implanter mes premières structures dans des villes qui, pour moi, en fait, voilà, c'était en centre-ville, dans des villes qualifiées de privilégiées. Okay. Alors qu'on soit vraiment au clair, pour moi, personne n'a le monopole de la misère, en fait. C'est pas parce que tu viens de tel ou tel quartier, de tel ou tel endroit, que tu dois être privilégié par rapport à d'autres. Mais j'ai eu tendance, moi, par exemple, à faire ça avec ma première fille, d'aller dans des villes qui étaient qualifiées de privilégiées, où on pouvait voir des maisons, des super jardins et ainsi de suite. Elle faisait du vélo, moi je courais, je disais viens, on s'assoit, on se met devant une maison, et on s'imagine qu'un jour, on aura aussi une cheminée, on sera devant un feu. Et je me suis dit que si j'implantais des structures, je les implanterais dans des endroits comme ça, qui favoriseraient en fait, de par les offres et les services que j'allais déployer à l'intérieur, la rencontre entre des personnes qui sont dans un cadre plus structuré, plus privilégié, et celles de personnes qui sont des personnes peut-être à potentiel ou qui viennent d'endroits où les villes sont en train d'être dynamisées. Et quand j'ai implanté une structure de coaching par la boxe à destination de particuliers, et aussi pour faire des team building pour les entreprises dans un centre-ville d'une ville qui était bien cossue dans le 78. Au départ, j'ai été accueilli par le premier jour, jet de pierre sur les vitres. Les vitres avaient été explosées. Sympa. Le compteur, je sais pas comment ils avaient réussi à faire, mais c'était un compteur provisoire, donc c'était accessible de l'extérieur. Ils avaient tout fait sauter. Et là, au niveau des équipes qui étaient en place, ils étaient là. Et là, j'aurais dit, écoutez, c'est comme quand tu rentres sur un ring ou dans un stade et tu te fais huer ou tu as des cris de singe ou des choses comme ça. On va montrer qu'on est là par rapport à quelque chose qui nous anime et on va rester droit. Et là, les personnes ont commencé à me dire, mais pour des raisons de sécurité, on peut pas faire ça avec des vitres cassées. On va essuyer, on va nettoyer, on va faire des périmètres de sécurité. Et mine de rien, ça a créé un élan, entre guillemets, de solidarité, de personnes qui se sont dit, mais les personnes, elles veulent vraiment être là pour ouvrir leur club, il y a vraiment une vision. Et on a pété les scores ce jour-là, ça a fait un phénomène de bouche à oreille. Des personnes ont osé rentrer dans le club. Et c'est comme ça que j'ai appris que c'était des riverains qui avaient utilisé les galets, en fait, de la résidence pour éclater les vitres et qu'il y avait tout un syndic, tout un mouvement qui avait été monté pour protester par rapport au fait que je m'installe. D'accord. Parce qu'ils avaient peur que je ramène de la délinquance, que boxe était associé à délinquance, boxe était associé à... Et puis quand on avait vu mon parcours, comme j'avais parcouru pas mal de villes, j'ai eu ces informations-là après. Ils se sont dit, il va ramener ça, quoi. Et au final, ça s'est passé vraiment autrement. J'ai été très très bien accueilli par la ville en tant que telle, la mairie, les autres entreprises. Mais il y avait eu cet accueil. Donc au premier abord, ça peut paraître comme un échec, mais moi je trouve que ça a été une très belle réussite. Et pour l'équipe, de départ, et ils ont vu aussi que j'étais en capacité dans l'adversité de rester comme ça, d'arbitrer, de prendre les décisions qui pouvaient paraître un peu extrêmes, quoi. Parce qu'on s'attend le jour d'une ouverture à ce que tout soit parfait. Et pour moi, la perfection, c'est pas humain. Ouais. Donc voilà. Donc ça a été la première anecdote. Et puis je sais pas si on peut qualifier ça d'échec ou de réussite. Et puis après, qu'est-ce que je peux... Disons que c'est franchement tirer parti de l'adversité pour générer une réussite, c'est clair. C'était pas parti pour être une réussite, mais finalement, oui. C'est plutôt beau, ouais. Ah mais carrément. En fait, moi je dis souvent ça. Quand tout va bien, tout le monde est bon. Hein. C'est quand ça va mal qu'on voit si les gens sont bons. C'est ça. Et ça a permis vraiment de faire le tri. Ça a vraiment permis de faire le tri, de nettoyer, même au niveau des associés, des personnes qui voulaient contribuer au projet. Ah, Enoch, tu t'entêtes trop. Finalement, ça a été une aventure de plus de 10 ans, comme ça. Génial. Donc voilà. Ok, super. Vraiment intéressant. Alors,
on va revenir un petit peu peut-être à ta philosophie de vie, de ta mission. Bon, on a compris que tu avais un rêve d'enfant, etc. Mais comment on pourrait... tu parlais de potentiel par rapport à des ressources, etc. Comment tu pourrais en fait d'abord nous expliquer ce que c'est, ce qui permet justement de révéler les potentiels, et peut-être de voir un petit peu d'où ça vient. Ok. Alors, quelle est la philosophie et qu'est-ce qui permettrait de révéler des potentiels, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc moi, comme on emploie ce terme, c'est que je veux amener les gens en fait à construire une dynamique à titre individuel et aussi des organisations aussi à titre collectif. Je veux les amener en fait à avoir de l'impact au-delà d'aller chercher de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui traverse les temps et ce qui fait que des fois on a des personnes qu'on cite encore, même dans nos quand on parle, on va dire selon un tel, c'est qu'elles ont cherché à avoir de l'impact. Ouais. On se souvient plus de combien elles ont gagné, on se souvient plus de peut-être de ce dans quoi ils roulaient, si c'était encore à l'époque des voitures, mais on se souvient de l'impact. Donc pour moi, ma philosophie, c'est qu'on a tous un potentiel et une singularité. Ouais. Qui fait qu'au lieu d'être dans de la compétition, on peut être facilement dans de la coopération quand on comprend que sa singularité, en fait, elle n'est pas mesurable sous le plan numérique, que tu peux être très très bien et très très bien aligné en étant sur une échelle de 1 à 10 à un niveau 2 et l'autre à un niveau 10. Peut-être parce que l'autre, dans sa singularité, il sait manager l'idée et ainsi de suite pour avoir des responsabilités à un niveau 10. Là où toi, l'évolution, c'est pas forcément de manager ou d'être responsable. Peut-être que ton évolution, c'est d'être à 100% de ton niveau 2. Donc, du coup, par rapport à ça, c'est deux choses. C'est révéler des potentiels, parce qu'on a tout ça, et puis qu'on cultive les singularités. J'aime bien faire un peu l'analogie avec le sport et de dire que si on doit marquer un but, faut qu'on soit chacun heureux, fier de développer des compétences à son poste. Mais si on fait des clones et qu'il y a que des attaquants, que des défenseurs, c'est difficile de construire un but commun parce que du coup, il y a très très peu de place et là, on est dans de la compétition. Donc voilà, en fait, dans cette philosophie-là, concrètement, je me dis, pour bâtir ça, si on rentre dans le champ professionnel, tu accompagnes l'individu à se développer alors j'aime pas ce terme, mais soft skills, je trouve que soft, déjà, ça paraît un peu mou, alors que c'est le cœur. T'amènes la personne à développer en fait ses qualités qui sont pas forcément développées à l'école, peut-être qu'elles le seront, mais capacité à rester serein dans des situations incertaines, capacité à formuler une demande sans attaquer l'autre, capacité à construire une vision et à la mettre en mouvement et à accepter le fait qu'elle soit challengée. Enfin toutes ces choses-là, je pense qu'en entreprise aujourd'hui, c'est des choses qui se doivent d'être développées et avant même l'entreprise dans les institutions de formation. Et pour cultiver aussi cette singularité-là, il faut pouvoir côtoyer des personnes qui soient issues de différents mondes pour que tu comprennes que tu as une place qui est la tienne et qui est la tienne, mais que c'est pas la tienne dans le sens où tu la possèdes, la tienne dans le sens où tu es, mais parmi d'autres éléments. Donc ces deux choses-là, pour moi, ça fait partie de ma philosophie. C'est comment je cultive ma singularité et comment je cherche à faire mieux au lieu de chercher à avoir plus. Ok. Donc ça, c'est à titre individuel, mais à titre d'organisation, pareil. Comment j'améliore mes process de manière permanente et je reste pas sur on le voit avec nos téléphones. Aujourd'hui, je sais pas si on est à l'iPhone combien, mais les évolutions, nous-mêmes, on les suit pas. Comment? Je crois qu'on est au 15 ou un truc comme ça. Bah, tu vois. Je dois changer le mien, on m'a dit que c'était le 15 maintenant. Voilà. Mais je pense que l'humain devrait vivre comme ça et en raisonnant en termes d'impact par rapport à ce process où il se dit de manière permanente qu'est-ce que je peux améliorer, comment je cultive ma singularité, ça j'en fais une philosophie à titre individuel et aussi au service d'organisation. Ça m'a assez marqué quand tu as parlé de ça, je me souviens qu'à un moment tu as dit en fait le jour où j'ai eu ma médaille, j'étais en fait j'ai peur de mal le dire, mais en gros tu disais j'ai eu l'impression que finalement, ok, j'ai ma médaille, mais ça m'a pas changé la vie, et que c'était plutôt les gens autour de toi qui étaient complètement plus excités sur le sujet, etc., etc.
Et ça m'a assez marqué. Je me suis quand même étonné. Ça m'a quand même étonné parce que pour moi, un champion, c'est quelqu'un. Ouais, il a un objectif, c'est la médaille, etc. Il est hyper focus sur son objectif. Et donc, une fois que ça arrive, c'est l'explosion, etc., etc. Et bizarrement, quand on a parlé, en fait, tu m'as dit un peu l'inverse, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, en fait, c'est cette fameuse phrase qui dit que l'important c'est le chemin et pas forcément la destination. Ouais. Je suis arrivé et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui m'a vraiment fait le plus vibrer, dans le sens positif comme négatif, hein, ça a été de la douleur, ça a été des doutes, ça a été aussi des moments de joie et ainsi de suite, ça a été d'adopter le style de vie, voilà, vraiment de le vivre, du champion, d'adopter la mentalité du champion, allez, on y va, là t'es à terre, tu te relèves et ainsi de suite. Tout ça pour venir en fait à un moment très très court de on te lève le bras, quoi. On te lève le bras et tu te dis, oh, tout ça pour ça. Et je pense que je m'en étais amusé en disant, mais je sais pas si c'est un peu l'équivalent de toutes les premières fois, mais pour cette première, je me suis dit, waouh, tout ça pour ça. Mais par contre, après, tu reviens un peu à la réalité, tu te laisses embarquer par la foule, tout le monde est content, et en fait, t'es plus heureux du fait de voir les gens contents, ou déçu aussi, parce que je suis un humain. Moi. Honnêtement, le fait de voir que tu déjoues les pronostics, les personnes qui croyaient pas en toi sont venues, ont payé pour voir si t'allais, enfin, comment t'allais perdre, quoi. Et ben, ça a procuré une joie, certes intense, mais très éphémère. Okay. Parce qu'après, un moment, tu te retrouves seul. Un peu comme ce décideur qui est là, qui a pris des mesures et ainsi de suite. Il est là, il annonce que peut-être il va augmenter la participation, enfin je sais pas, il va distribuer et tout. Les gens sont contents, il est content parce que les autres sont contents, mais quand il se retrouve seul, tu te poses la question, mais and so what? C'est quoi l'étape d'après? Comment faire durer en fait cette sensation? Et là, ça m'a appris que en fait, sur les moments, la folie qu'il fallait vivre, elle était ailleurs que sur le moment de célébration, quoi. La célébration, ça va appartenir en fait à un collectif. Mais toi, à titre individuel, faut que tu gardes en fait ce qui t'appartient, ta démarche, ton pourquoi, à quoi qu'est-ce qui t'anime, parce que la médaille, au final, bah tu la manges pas. Hein, la ceinture, elle est là, elle prend de la poussière. Les enfants, quand ils me voient, s'ils m'appellent pas champion, ils m'appellent papa. Rien que ce matin, je me faisais encore défier par mon fils par rapport à quelque chose. Lui, ça change rien, quoi. Tous les jours, il y a quelque chose à vivre qui fait vibrer, qui va au-delà de ces moments en fait qui sont et qui cause aussi cette dépression chez les athlètes et chez les personnes aussi qui ont des enjeux comme ça, parce qu'à partir d'un moment, tu te noies ou tu te dilues dans ton statut et ta performance. Tu es associé à une performance, mais pas du tout à ta démarche. Donc j'ai appris très tôt en fait ce que ma mère essayait de me partager et mon père aussi. T'as un cap, t'as un pourquoi, et c'est vraiment plus important qu'en fait le quoi. Et encore moins le comment, parce que la plupart des personnes que je te cite n'avaient pas du tout le mode d'emploi pour mettre en place ce qu'il fallait. Et moi, pour venir sur le ring, je n'avais pas ce mode d'emploi. J'avais cette vision. Et ça m'appartenait. C'est ça qui me faisait vibrer. Et au final, la ceinture, la médaille, une fois que tu l'as entre les mains et que t'es seul, t'es dans ta chambre, and so what? D'autant plus que, bon, voilà, peut-être que c'est un moment, c'est une étape que tu as réussi, et puis si le seul truc qui te motive et qui te fait vibrer, c'est ce truc-là, ça veut dire qu'aussitôt il faut réussir à avoir une nouvelle médaille ou la préserver, etc., etc. Et on sait qu'à la fin, tu la perds, parce que c'est normal et c'est la vie. Alors qu'en réalité, la personne que tu deviens en ayant fait ces choses-là, ça reste avec toi. C'est ce que tu as construit. Et c'est quelque chose qui va rester toute ta vie, qui sera en toi toute ta vie. Est-ce que, donc aujourd'hui tu es champion de boxe, tu es aussi un entrepreneur. En fait, est-ce que tu peux nous dire comment déjà s'est faite la jonction entre les deux mondes? Tu l'as un petit peu expliqué. Mais aussi, ce qui m'intéresse à travers ça, c'est forcément, il y a des choses que tu as apprises en devenant champion du monde, qui t'ont servi et qui pourraient nous servir peut-être dans le monde de l'entreprise. En fait, la jonction entre ces deux mondes, elle s'est faite assez naturellement parce que moi, j'avais fait ça pour entreprendre ma vie, en fait.
Oui. Il fallait trouver une solution pour que je sois meilleur et que je sois dans les prédispositions requises pour avoir le niveau de responsabilité nécessaire pour récupérer, pour assumer mes responsabilités familiales. Il fallait que je trouve un moyen aussi de développer des compétences, donc de me former en phase avec ce qu'il fallait que je construise. Donc, j'étais pas forcément au clair. Je savais que je voulais créer quelque chose, je voulais entreprendre, mais je voulais participer à une démarche de création, parce que l'entrepreneuriat dans les années 2000, c'est pas comme tout le monde. Là, t'entends tous les jeunes qui disent oui, je veux virer mon patron, quoi. C'est pas ça. Donc, le fait d'entreprendre sa vie, de pas mettre le sport ni les études au cœur de sa vie, mais la démarche intrinsèque, quoi, des valeurs et une vision, ça m'a permis de faire la jonction entre les deux mondes. C'est-à-dire que quand je devais m'entraîner à me concentrer, je le faisais en cours. 10 minutes, je prenais mon portable, j'avais 10 minutes sur lesquelles je me donnais comme injonction de rester là, soit tu participes ou soit tu es focus. Donc l'entraînement de boxe se faisait en cours. Les entraînements par rapport au cours, c'est-à-dire de mettre par rapport à la boxe, d'utiliser des tableaux pour vraiment en fait mettre en exergue mes plannings d'entraînement, de mettre mes cycles, de mettre en avant mes rituels et ainsi de suite. Bah, je m'entraînais sur comment faire un tableau Excel en mettant en place des cycles d'entraînement. Donc en fait, je transférais les compétences acquises dans l'une et les autres sphères pour bâtir l'individu que je voulais bâtir. Parce que j'avais j'avais horreur j'avais vraiment une distance avec les matières, par exemple comme la comptabilité. Mais quand tu fais un sport comme la boxe, t'es vite exposé à savoir comment tu vas te payer en fait, quelles vont être tes ressources et quelles vont être tes dépenses, quoi. Quelles vont être tes charges, quoi. Ouais. Hein? Et t'es vite aussi exposé au fait que tu te dis, mais si demain je suis blessé, comment ça se passe? J'ai pas de combat. Comment je vais diversifier mes sources, mes rentrées, quoi, mes sources de revenus. Bon. Bah, tout était transposable. Et ça a été très, 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 très simple, en fait, mais pas facile, de faire le lien entre les différents mondes. Simple, mais pas facile. Parce que je paraissais perché, quoi. T'as un truc sur Excel et tu nous ramènes, en fait, des circuits d'entraînement. Mais t'as pas compris. Bah, en fait, moi, je me comprenais. C'est ça la singularité aussi, c'est que tu te crées ton système par rapport à qui tu es, quoi. Ah, mais carrément. Alors. Donc voilà, dès que j'ai décidé d'entreprendre ma vie, la jonction entre les deux s'est faite parce que je pouvais développer des compétences transposables entre ces différents mondes. Ouais. Comme si, en fait, il y avait une espèce déjà, il y a ton drive, en fait, ton truc de dire, moi, je suis entrepreneur de ma vie, et je trouve que c'est une super philosophie, et que après, de toute façon, tout ce que tu vas faire, il va correspondre à des process ou à des choses qui peuvent se transposer d'une matière à l'autre ou d'un domaine de la vie à l'autre. C'est ça. Et du coup, ça m'a permis d'être aussi qualifié de novateur parce que même dans ce que je mettais en place, bah, je réunissais des personnes du monde d'entreprise. On parle dans les années 2006-2007, des personnes issues du monde de l'entreprise qui cherchaient un sens parce que j'avais identifié que la quête de sens faisait partie des choses qui étaient sujets en fait à tout ce qui était turnover et tout ça. Donc, je leur demandais de venir rencontrer en fait des jeunes dans le cadre de programmes que je lançais le matin, vu que là, l'une des problématiques que j'avais rencontrées, moi, c'était de pouvoir me lever le matin, et je me suis rendu compte que j'étais pas le seul. Ah bon? Voilà. Et donc, ça m'a permis de créer ces programmes, et du coup, les structures qui vont avec, et aussi la manière de communiquer auprès des deux publics que je ciblais, mais avec des notions communes, quoi. Et petit à petit, ça a évolué, programme de formation, conférences, coaching, structure, et c'est comme ça. Il y a un truc qui m'avait aussi assez étonné, c'est ta méthode, entre guillemets, en tout cas, comment tu t'y es pris. Alors d'abord, j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu t'y es pris, toi, donc avec tes méthodes à toi, pour devenir champion du monde de boxe. Première question. Et après, la question qui m'intéresse, c'est comment tu as fait pour rester invaincu ensuite, toutes disciplines confondues, pendant de 2004 à 2017, donc pendant 13 ans, quoi. Donc d'abord, comment tu t'y es pris pour y aller? Parce que je te laisse raconter. Ouais. Non, vas-y. Parce que moi, encore une fois, moi, ça m'avait étonné. Par exemple, sur des notions de compétition.
Et pour moi, enfin, tu vois, dans ma tête, tu montes sur un ring, c'est pour, comment dire, c'est pour abattre la personne qui est en face de toi. Tu vois, dans la tête, et c'est ce qu'on voit dans les films en général sur la boxe, c'est que le mec, en fait, il réussit parce que, en fait, il a une rage, il a une hargne, et ce qui l'intéresse, c'est de mettre l'autre KO, quoi. En Oui, fait, carrément. je me raconte, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, Non, 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 non. Moi, concrètement, avant de devenir champion du monde, j'étais passé par des structures et qui m'amenaient à apprendre justement cette notion de compétition et de combattre contre quelqu'un. Et quand je suis passé de combattre contre quelqu'un à combattre pour quelque chose, ça a tout changé. Du coup, je combattais pour être meilleur. Et l'une des conséquences, et l'une des manières de mesurer le fait d'être meilleur, parce que c'est un peu être meilleur, c'est quoi? Bah, l'une des étapes, c'était d'être le meilleur dans ma discipline. Et donc, j'avais besoin d'être challengé par les meilleures références, les plus puissants, les plus techniques. C'était des challengers. Mais pour moi, pas des ennemis, pas des adversaires et encore moins des ennemis. J'ai besoin d'eux. J'allais pas pouvoir prétendre à être meilleur ni être le meilleur si je passais par un chemin facile et linéaire. Et donc, du coup, ça détruit ou on va dire diminuer cette notion en fait de compétition contre quelqu'un, où j'avais besoin de marcher sur la tête de quelqu'un. J'étais prêt à recevoir n'importe qui, de n'importe quelle discipline, que ce soit sur les rings et en dehors des rings. Okay. Et j'étais prêt à sortir du coup de tout ce qui était connu et habituel pour aller dans des champs, dans des domaines dans lesquels je n'y connaissais foncièrement pas, parce que j'avais identifié que c'était par là qu'il fallait passer pour pouvoir me qualifier moi de meilleur. Donc du coup, plus besoin de cette notion de compétition comme socle. Non, c'était plus ça. Ce qui était vraiment au cœur, c'est de me dire mais pourquoi je combats? Si j'arrive et que je combattais et que je voyais qu'en termes de compétition la personne était blessée et qu'elle pouvait plus bouger, limite je regardais l'arbitre, je disais mais c'est bon, c'est fini en fait. Par contre, je n'aurais pas supporté qu'une personne m'épargne et me fasse ça. Voilà. Donc voilà en fait pour la première question, je sais pas si je t'ai répondu. Si, tout à fait. Et du coup, je crois que ça a produit des résultats qui étaient meilleurs. En fait, finalement, Exact. En changeant ton focus ou en ayant ton focus à toi, en fait, tes performances se sont améliorées. Je crois que c'est ça. Je suis passé de 50% de victoire par KO à 90. Je suis devenu champion du monde en 4 ans et demi au lieu de 5 ans en démarrant sur le tard. Un peu comme si j'étais une nouvelle boîte dans un nouveau secteur et que en 2 ans ou en 4 ans et demi, je faisais ce qu'une boîte qui existe depuis 20 ans n'avait toujours pas réalisé, quoi. C'était un peu ça. Et c'est pour ça que entreprendre sa vie, pour moi, je me rends compte que c'est sérieux en termes de... La vie, c'est un jeu sérieux, quoi. Donc, c'est sérieux dans le sens où comment tu structures, mais en même temps, ça crée un fun et du plaisir qui émane de ce que tu arrives à créer, quoi. Et ça, je remercierai jamais assez l'art de vivre de la boxe pour ça, mais je suis toujours pas un passionné de boxe, de compétition, de voir des gens trucs le protège-dents, ça m'a jamais animé. C'est drôle, ouais. Et ça ne m'anime toujours pas. Par contre, ce qui m'anime vraiment, c'est ce que j'ai pu en extirper avec des compétences et des valeurs transposables. Donc, passer de 50% à 90% sur les rings et de garder ce process de qu'est-ce que tu peux vivre ou être de mieux, ça a fait qu'en fait, comme conséquence, ça m'a permis d'être leader, de passer de champion de ma discipline à être leader de la discipline. Parce que du coup, de 2004 jusqu'à ce que j'arrête, c'était invaincu, toute discipline confondue. Pas parce que j'étais plus fort ou quoi, hein. Je pense que j'étais plus convaincu. Et des fois, quand j'étais face à quelqu'un qui était plus convaincu que moi, j'avais peut-être plus de stratégie. Et après aussi, faut pas se mentir, on est en poids lourd. Aujourd'hui, quand tu fais plus de 105, t'es aux alentours de 110 kilos, les combats, ils vont rarement jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ouais, donc en fait, c'est assez paradoxal. C'est qu'en fait, finalement, en ne cherchant plus uniquement le résultat, t'as obtenu le résultat. C'est ça. C'est drôle, hein. Ouais. Le résultat était une conséquence, en fait. C'est-à-dire que là, concrètement, j'avais le tableau, mes tableaux et mes règles d'or, une vision. Et puis après, c'était chaque chose que je fais, chaque entraînement,
Chaque fois que je viens, imagine si tous les collaborateurs dans les entreprises venaient en réunion en se disant, ah oui, la réunion précédente, c'était ça, voici ce que je vais apporter de mieux. Là, à chaque réunion, à chaque entraînement, j'avais toujours une thématique, quelque chose à apporter de plus qui pouvait me faire progresser moi ou progresser le reste de l'équipe. Parce que la boxe, c'est un super sport collectif pratiqué en individuel. Ça, j'aime bien le dire et je le redirai. Si je ne fais pas grimper les autres et que je deviens le plus fort de ma salle, c'est là où je commence à perdre sur le marché. C'est là où je commence à perdre face à d'autres choses que des personnes pourraient appeler adversité ou concurrence. Je suis obligé d'être dans cette démarche d'amélioration permanente, mais c'est pas par rapport à des choses qui me font vibrer au premier abord, quoi. Et je pense pas être le seul à entreprendre des choses et qui se retrouvent à vraiment exécuter des choses qui me font pas vibrer au départ. Voilà. En fait, moi, je crois assez à ça. Je crois que les gens qui sont focus résultat, en fait, ils sont en frustration permanente. Pourquoi ? Oui. Ils sont frustrés avant d'avoir le résultat parce qu'ils n'ont pas le résultat. Donc, ils pensent au résultat et donc, je suis frustré, j'ai pas le résultat. Et une fois qu'ils ont le résultat, s'ils l'ont, voilà, en fait, c'était ça finalement. Alors que les gens qui sont focus process, qui ont une vision, faut avoir quand même savoir pourquoi on travaille, mais une fois qu'on sait pourquoi on travaille, m'améliorer, avoir un plus grand impact, eh bien, si je prends du plaisir et que à chaque fois que je travaille sur le sujet, je m'améliore un petit peu, je suis forcément l'inverse du frustré. C'est-à-dire que je suis en train de me réaliser. Je sais que je fais du bon travail. Je sais que je progresse, etc. Et moi, je crois beaucoup plus à ça. C'est-à-dire que, effectivement, t'as moins de frustration quand t'es focus. Ça veut pas dire qu'il faut viser bas. On peut viser haut. Mais c'est prendre du plaisir en le faisant et en le faisant tous les jours et sachant qu'à chaque fois tu mets une petite pierre en plus et que tu deviens meilleur, etc., que là, tu éprouves beaucoup de plaisir à le faire. C'est l'histoire, comme tu le disais tout à l'heure, de la destination et du chemin. Mais au niveau de motivation, moi, je trouve que ce que tu dis, c'est ça. Tu viens d'employer quelque chose, moi, qui pour moi, vraiment pour continuer ce que tu dis, c'est que souvent, on confond grimper haut et viser loin. Ouais. Si on parle de cercle, quand on est à titre individuel ou à titre d'entreprise, si on parle de cercle dans lequel on veut impacter ou de marcher, je vise loin et pour étendre ce cercle-là. Et ce qui me fait une base solide. Et c'est à partir de cette base solide-là aussi qu'après, je peux grimper le plus haut possible. Si cette base n'est pas solide et mon rayonnement n'est pas un rayonnement qui permet de voir loin, je n'aurai pas de base solide pour monter au plus. Et quand je suis focus performance, je pense à grimper, mais sur une base qui est pas forcément solide. Et qui fait que quand je tombe de tellement haut que c'est très très dur de me relever. Et le fait de prendre ces deux composantes en compte, de se dire mais qu'est-ce que je vise en fait en termes de destination et du coup ça repose sur quel type de graduation d'éléments mesurables, concrets quoi. Et si je prends pas les deux en compte, je finis forcément en fait frustré et je suis tout le temps dans le après ou ce qui s'est passé avant, mais je suis jamais dans le pendant. Et c'est dans ce pendant-là en fait que je peux me poser la question qu'est-ce que je fais de mieux. C'est ni après ni avant. Ce qui est valable, et je l'ai vu dans l'entrepreneuriat, et je le vois toujours, ce qui a été valable, et souvent quand on te demande de faire un business plan sur des données, mais pipeau, quoi. Ce qui a pu fonctionner pendant 20 ans, peut ne plus être valable. Là, sur le moment, je te présente le document. C'est du pipeau. Mais par contre, une vision, si tu veux me confier quelque chose, que ce soit des fonds ou un projet, la vision, ce qui m'anime, et bien sûr, les process que je mets en place qui vont me permettre de m'adapter à toutes les tempêtes qui vont passer, là-dessus, il y a un truc sur lequel miser. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu être autant soutenu aussi, mine de rien. Parce qu'après, tu as un public qui se met en place et qui se dit, ah oui, avec lui, il va toujours se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, que ce soit quand j'ai intégré le réseau Entreprendre ou quand j'ai pu aller faire des levées de fonds, c'est ce qui faisait la différence. C'était certainement pas mes compétences en gestion ou je ne sais quoi. Il y a aussi un truc qui me revient là quand tu dis ça, cette histoire de socle très solide, parce que c'est ça qui va te permettre de t'élever, c'est d'avoir un socle solide. Tu peux aussi t'élever sans avoir un socle solide, mais à moindre coup de vent, tu vas te faire abattre. Donc en fait, finalement, t'es fragile
pas solide. En fait, ton anecdote un truc qui m'a marqué dans ton anecdote sur le club de sport que tu voulais mettre en place et qui avait été caillassé, etc. Ce que tu as dit tout de suite, c'est bon, bah, j'ai vu ça, et on sent que tu avais un espèce de calme et de recul par rapport à la situation, là où tout le monde s'affolait, disait on peut plus le faire, etc., etc. Parce que finalement, quand tu as un socle solide, c'est-à-dire quand tu te connais bien, puis tu connais ta vision, etc., en fait, un événement qui paraît dramatique pour certains, pour toi, c'est une péripétie. Et en général, on apprend ça avec l'expérience aussi. C'est-à-dire que moi, je vois bien, à 55 ans, quand il arrive une catastrophe pour les autres dans mon entreprise, je me dis, bon, ok, oui, c'est un challenge. Mais voilà, j'en ai déjà vécu d'autres avant et on sera toujours vivant demain, quoi. Tu vois, il y a ce truc, en fait, de quand tu es bien centré sur toi, en fait, finalement, les événements autour de toi, et c'est ce que tu as fait d'ailleurs, tu prends du recul et tu dis, ok, comment je peux l'utiliser, en fait, finalement, ce qui est plutôt de l'adversité, comment je peux l'utiliser dans mon système pour en faire un avantage. Et peut-être qu'en boxe, c'est aussi ce que tu dis. C'est-à-dire que je me teste avec plein d'adversaires, etc. Et en fait, j'ai pas peur de l'adversaire, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Et finalement, c'est ça qui te permet aussi d'affronter l'adversité, de te dire, mais quoi qu'il arrive, qu'est-ce que ça va m'apprendre? Et ça me fait penser à un concept dont je parle souvent, je sais pas si tu connais, qui est l'antifragilité, qui a été développé par Nicolas Nassim Taleb. Ouais, c'est ça. Qui dit que, en fait, le contraire de fragile, c'est pas solide. Parce que solide, c'est ce qui tombe et qui se casse pas, et donc qui n'évolue pas. Et donc, finalement, quelque chose qui est solide, puisque l'environnement va évoluer, va devenir fragile, puisqu'il va jamais s'adapter à son environnement. Alors que ce qui est antifragile, quand il tombe, quand il a un choc, eh bien, il utilise ce choc pour devenir meilleur. Et ça, c'est une des bases en sport, en fait, c'est la base de la vie. Les organismes deviennent meilleurs parce qu'ils se soumettent à des chocs, pas trop violents, parce que sinon, ben, voilà, ça s'arrête. Mais en étant comme ça challengés régulièrement, ils deviennent de meilleur en meilleur. Et ça me fait penser à ça, ce que tu décris. C'est-à-dire cette base s'élargit au fur et à mesure que tu as des expériences. Parce qu'une expérience nouvelle, c'est toujours un petit traumatisme. Ça te permet toujours de te remettre en question. Et qu'elle soit bonne ou pas, grandir, c'est un traumatisme. Quand on voit un ado, je sais pas pour toi, mais tu vois ton ado, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais grandir. Les gens confondent en fait le résultat positif et le plaisir. Mais dans tous les cas, si on revient dans les fondamentaux, on sait qu'on va passer par le fait d'être challengé, d'être bousculé, de devoir en fait développer cette notion d'antifragilité en étant exposé à, mais jamais en étant juste sur place de manière figée, en espérant qu'il se passe rien, quoi. Et d'ailleurs, je te le dis au passage, quand on s'est rencontrés, tu nous as fait faire un exercice où on devait fermer les yeux et boxer en fermant les yeux, etc. Et on devait garder son cap malgré l'adversité. Oui. Et en fait, moi, j'avais pris l'option de pas bouger, c'est-à-dire de me figer et d'être super solide. Et le copain qui essayait de me bouger, il n'y arrivait pas. Et ben le lendemain, j'ai eu un lumbago parce que je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être dû être plus souple et accepter qu'il me balade dans la pièce tout en gardant mon cap. Peut-être je m'en serais sorti mieux. Tu vois, ça me fait penser à ça. Ah, mais carrément. Là, carrément, c'est marrant. C'est le deuxième retour que j'ai dans la semaine de ce type-là. D'accord. La personne, en fait, l'autre personne aussi, pareil, elle a dit, voilà. Moi, je savais que la personne ne pouvait pas me bouger plus que ça. Et ça me faisait du bien de montrer que là, à travers ton exercice, j'allais exprimer ce que je faisais pas d'habitude, c'est-à-dire là, je suis ferme. Ouais. Mais la fermeté va aussi avec l'agilité. Ouais, c'est ça. Ouais. La fermeté dans la rigidité. Ok, bah à un moment donné, bah tu vas puiser dans tes ressources au lieu d'utiliser le potentiel de tout ce qu'il y a autour de toi. Tout ce qui va te permettre en fait à celles et ceux qui sont autour de toi d'avoir même l'impression que c'est elles qui ont atteint l'objectif à ta place, alors que toi en fait, t'as juste utilisé tout ce qu'il y avait autour de toi. C'est génial. Tu vois? C'est bien que tu l'aies vécu comme ça. Ouais, j'avais lu dans un bouquin aussi la clé de la réussite, c'est une grande détermination sur là où tu veux arriver, accompagnée d'une grande patience et d'une grande souplesse sur les moyens d'y arriver. Et c'est un peu ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que
Oui, Carrément. il faut être ferme sur l'objectif. Oui, il faut avoir des rêves. Oui, il faut avoir envie voilà, faut avoir quelque chose qui te pousse à t'améliorer. Mais il faut pas que ça devienne de la rigidité. C'est le terme que tu as employé et j'aime bien parce que la rigidité, en fait, ça t'empêche de regarder les opportunités. C'est le contraire de ce qu'il faut faire quand on veut réussir. Quand on veut réussir, il faut être ouvert à ce qui se passe autour de soi et savoir saisir ce qui va pouvoir nous aider, quoi. Super intéressant. Ce qui m'a aussi surpris, alors je sais pas si tu veux en parler, c'est que t'es assez méthode, tableau, structure, etc. Alors, je pense que c'est nécessaire peut-être quand t'es un champion du monde, parce que il faut faire tous les jours, il faut s'entraîner, etc. Peut-être que tous les champions font ça, je sais pas, parce que j'en connais pas. Mais moi, l'impression que j'ai eue par rapport aux autres, c'est que là, c'est toi qui as décidé. C'est-à-dire que je pense qu'un champion qui s'entraîne, enfin un mec qui s'entraîne pas bien tous les jours, il réussit pas parce qu'il faut quand même l'entraînement. Mais on a l'impression quand tu le racontes que toi, tu as décidé de le faire alors que peut-être d'autres se le font imposer par leur coach, etc., etc. Bah, t'as tout résumé en un mot, hein, en un verbe, hein, décider. Ok. J'ai décidé de devenir champion, en fait. Il y a personne, c'est pas par rapport à mes parents ni à quoi que ce soit. J'ai décidé de la manière dont je voulais devenir. Et du coup, dedans, bah, ça m'a amené à explorer, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi. Je n'avais pas de marche à suivre exacte, de recette miracle pour devenir champion. Et celle que j'ai trouvée, c'est celle que je trouvais dans le domaine de l'école. Et aussi des rencontres inspirantes que je faisais. Ça allait jusqu'à ma liste de courses pour manger comme un champion, quoi. En fait, ça allait dans ces détails-là. Ouais. Et plus ça faisait rire, plus j'avais l'impression de faire quelque chose de complètement barré. Puis je me disais, t'es en train de faire quelque chose qui va faire que quand tu vas gagner, la personne, elle aura pas envie de venir te voir tout de suite, parce qu'elle se dira, lui, il est trop barré pour moi, quoi. Tout simplement. Ouais. Donc, oui, ça a été une décision. Et puis, on a mis en place des choses, mais très, très, très pratiques ou pragmatiques, je sais pas. Parce qu'à partir du moment, le fait d'avoir une vision, c'est très bien, mais il faut le rendre concret. Oui, c'est ça. Ça doit se rendre vraiment très, très concret. Il faut que je sache, notamment dans les moments où je suis mise à l'épreuve, à quoi je réponds comme règle ou à quel type d'action, à quel type de mission je suis en train de répondre là. Donc pour ça, il fallait des tableaux, des outils concrets. Ça me fait penser à un truc que j'ai vécu à un moment, il y a très longtemps, je me suis occupé de jeunes chômeurs de moins de 26 ans. Et en fait, il y avait un truc qui m'avait marqué et que j'avais pas trop compris à l'époque, que je comprends aujourd'hui. C'est qu'en fait, les jeunes, ils venaient puis ils me disaient, c'était à Valenciennes, c'était à la mairie de Valenciennes, tu vois. Et les mecs venaient et ils me disaient, ouais, moi, de toute façon, je vais aller travailler à Paris. En fait, faut que j'aille à Paris, c'est là que je vais travailler, etc. Et je me disais, ok, super. Mais pourquoi déjà t'as pas accepté l'offre à Lille? Parce que Lille, c'est quand même moins loin, et là, c'est du possible, c'est du concret, tu peux le faire demain. Non, moi, c'est Paris, non. Et je comprenais pas ce truc-là. Et en fait, je me suis dit, maintenant, je me dis, c'est ça, c'est qu'en fait, ils avaient ce rêve, en fait, ce truc qui permet de te dire, non, mais un jour, je vais faire ça. Mais ils passaient jamais à l'action. Et quelque part, avoir ce rêve, ça leur permettait, ça les permettait même de pas passer à l'action. C'était un prétexte de dire, non, mais moi, je vise ça. Alors qu'en fait, si tu veux aller à ça, faut que tu aies un processus pour y aller. Et on leur avait pas appris ce truc-là, en fait. Et à l'époque, ça m'a pas tilté, je le regrette maintenant, j'aurais su quoi leur dire, mais il y a ce truc-là, quoi, de dire, oui, il faut une vision plus grande que toi, mais il faut aussi tous les jours y travailler, parce que sinon, tu vas juste être frustré, quoi. Ah, mais exactement. Est-ce que dans l'entrepreneuriat, toi, t'as pu reproduire tes stratégies? Et oui, même, carrément. Un exemple même, tu vois, très très concret, presque chiffré, ça m'intéresse. Oui, non, carrément. En fait, dans l'entrepreneuriat, si tu veux, il y a eu un moment où j'ai plafonné, tu sais, tu es dans les services, tu te dis, je vais bosser 25 heures sur 24 et ça va produire des résultats, quoi. Et tu es embarqué par ton projet pour lequel tu t'es mis caution solidaire, le truc. Voilà. Ouais. Tu as hypothéqué telle ou telle chose, tu as mis ça enfin bon, t'es à fond, quoi. Ouais.
Même si concrètement on est le dimanche, et ben, t'es quand même connecté aux choses, tu passes devant une vitrine, tu te dis ah la présentation, en fait c'est tout le temps connecté quoi, et tu plafonnes. Je me rends compte que je plafonnais. Ouais. J'arrive à 243 000 euros de chiffre d'affaires pour quelque chose, j'avais commencé à 40 000 euros au départ, donc 243 000, j'étais très content. Et là, je me dis bah là je plafonne, je commence vraiment à me sentir fatigué. Mais comment ça s'est manifesté? Je me suis retrouvé à avoir un AIT. Tu vois, c'est quoi? Non. Un arrêt ischémique transitoire. Donc, c'est ce qui précède un AVC. Ok. Et je me suis retrouvé, en fait, hospitalisé, machin, tout ça. Et là, j'ai décidé d'aller suivre sur les conseils d'un thérapeute. En fait, j'ai fait un jeûne hydrique. J'ai pris papier, stylo. Je me suis retrouvé à la montagne, aux Deux Alpes. Je crois que c'était marche, déconnexion. Réécrire les choses, me poser des questions de base. Et oui, 2 ans après, j'avais multiplié, j'étais passé à 473 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe. Ok. Juste. Donc après, ça a fait que monter comme ça jusqu'à ce que je monte un mini groupe. Hein, et ça a été que comme ça. La manière en fait de me recentrer sur moi, tout comme j'aurais pu le faire quand tu vas dans un sport de haut niveau. À un moment, tu vas dans des camps d'entraînement. Ouais. Tu t'isoles de ta famille, ainsi de suite. Vous êtes en groupe avec des pairs. Vous êtes concentrés, tout comme des personnes qui vont se dire, bah là, j'entreprends, je vais rentrer dans un club. Je vais rencontrer d'autres entrepreneurs parce que l'une des choses qui peut te frapper quand tu décides de devenir champion ou quand tu entreprends, moi, ce qui m'a frappé, c'est cette sensation des fois d'être entouré de beaucoup de monde, mais de se sentir seul. Ouais. Et bah, du coup, je vais passer dans cette phase que j'appelle la phase de recréation, qui est différente de la phase de récréation. Parce que dans la récréation, j'aurais peut-être tendance à aller, je vais jouer, je vais boire, ok, c'est la récréation, mais ça ne me régénère pas. Donc, je vais aller dans cette phase de recréation où je vais aller me retrouver avec des pairs qui vivent les mêmes choses, mais dans leur sphère respective. Et ça a eu des résultats énormes. Parce que passer de 243 à 473, pardon. Donc, oui. Voilà, 242 à 473, et ben, ça a été juste un résultat, un indicateur, enfin un constat juste de l'importance de se recentrer sur soi et de revoir tous ces process. Et j'ai appris du coup à travailler moins mais mieux. C'est ça. Et à faire mieux travailler les équipes et à mieux aussi identifier les promesses que je pouvais prendre pour les tenir et identifier un lot de promesses socles au lieu de vouloir en prendre plein. Parce que l'une des tendances que j'avais en sortant d'un parcours qui était un peu social, éducation populaire, accompagnement, c'était que quand je me lançais dans le service, j'avais tendance à me dire il faut que je me donne à fond dans tous les secteurs, que je prenne plein d'engagements vis-à-vis du client et que je réponde à tout. Et sauf que ça mettait une pression énorme et que lui retenait peut-être 2-3 choses. Donc voilà, ça a été vraiment quelque chose que j'ai pu transposer entre la partie boxe, où à partir d'un moment, tu fais une différence nette entre t'agiter et produire. Tu t'agites, tu mets plein de coups, ça veut pas dire que tu es en train de produire. À partir d'un moment, ok, tu reviens aux fondamentaux, je suis placé où? Il est où le menton, hein? Il est où le foie? Et paf! Voilà, c'était pareil. Quelles sont les promesses que je dois tenir? Auprès de qui? 2, 3 que je fais bien, et hop, on élague. Et comment moi j'orchestre tout ça? Je me remets au cœur des choses. Je prends des moments de recréation. Je me connecte à des pairs qui vivent les mêmes choses dans la sphère respective et on essaie d'avoir des moments inspirants, qualitatifs et tout ça. Et on en ressort grandi. Si tu grandis, les choses grandissent aussi. Oui, ce que tu dis, c'est la méthode du sniper par rapport à la méthode du shotgun. C'est je travaille, je fais dans tous les sens, etc. Ou bien j'arrête, je prends du recul, je prends le meilleur levier et là, je mets la force sur le levier. Et en général, en business, c'est ce qui marche le mieux et en boxe aussi. C'est-à-dire que quelquefois, pour arrêter le combat, il faut un coup, il n'en faut pas. C'est ça. Et après, tu mets du bluff autour. Hein. Tu sais, tu arranges les choses, tu mets des feintes, tu es fatigué, par ton attitude, tu montres que tu ne l'es pas. Mais voilà, tu peux avoir le corps fatigué, mais une vision qui est toujours vigoureuse. Tu vois ? Tu vas. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute ensemble, Enoch, et c'est passionnant. Et on va moi, j'aimerais bien maintenant qu'on rentre un petit peu dans pour finir avec des conseils concrets. Qu'est-ce que
tu pourrais dire à un manager sur le fait d'être manager par rapport au fait d'avoir le titre de manager. Tu vois, faire un parallèle entre être un champion et avoir le titre du champion. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller un peu comme étape sur quelqu'un qui serait convaincu de ce que tu as dit et par ton parcours pour lui dire comment on devient manager plutôt que simplement avoir le titre de manager. Parce que moi je connais, et c'est souvent les gens qui s'adressent à nous, des gens qui ont été nommés managers ou qui ont obtenu le titre de manager, mais en fait en réalité ne le sont pas, et souvent c'est ça qui mène au burn-out, à la frustration, etc. En fait, je vais essayer de te faire la réponse la plus concrète possible. Mais en fait, tu l'as dans la question. Tu as des personnes qui sont nommées managers par rapport à un titre. C'est ça. Mais donc, ils ont le titre, mais ne sont pas managers. C'est comme si là, tout de suite, je me baladais avec ma ceinture parce que j'ai eu un moment passé, révolu, un titre, mais que je suis plus du tout dans le mindset, en fait, de champion. Ce qu'on va regarder chez moi, c'est mon mindset actuel et pas ce que je raconte du passé ou quoi. Donc, ce que je vais demander tout simplement, c'est à la personne de juste de se concentrer et de commencer, c'est pas de juste de se concentrer sur ce qu'elle est. C'est-à-dire, quand je dis ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle compte apporter? Quelles sont ses valeurs à haute valeur ajoutée? Quelles sont les compétences à haute valeur ajoutée sur lesquelles elle mise, avec lesquelles elle va s'exprimer? Et pour celles qui manquent, desquelles elle va s'entourer pour créer un collectif. Comment, en fait, elle va vraiment orchestrer, faire grandir ce qu'elle est avant de faire grandir ce qu'elle a. Parce que quand tu fais par rapport à ce que tu as, tout le monde veut le posséder. Alors que ce que tu as, on peut pas te l'arracher. Donc, les managers, souvent, ils sont confrontés à ça et on le voit avec les dynamiques des écoles de commerce. Aujourd'hui, je le vois quand tu sors d'une école de management et ainsi de suite. Quand je prends la parole vis-à-vis d'eux, je leur dis, mais en fait... c'est pas qu'on vous a arnaqué là, mais le management, c'est un art de vivre en plus d'outils qui te permettent de piloter. C'est pas du tout juste des outils et un statut. Donc par rapport à ça, en fait, j'amène vraiment les personnes à se questionner vraiment sur comment elles peuvent faire grandir ce qu'elles sont à travers leur vision, les compétences à haute valeur ajoutée, et après, bien sûr, l'orchestrer avec des outils vraiment, vraiment concrets. Tu vois? Mais aujourd'hui, tu as beaucoup plus, non, je veux pas dire beaucoup plus, parce que j'ai pas de données chiffrées, mais tu as beaucoup de managers qui orchestrent leurs équipes avec des outils, des indicateurs, ou des tableaux, et qui mettent de côté, en fait, l'essentiel, le cœur, l'humain, la dynamique et ce qu'ils incarnent. Et pour moi, c'est difficile aujourd'hui de manager sans être leader. Là où tu peux être leader sans être un bon manager. Et on le voit aussi sur le ring, au niveau du sport, tu as des personnes qui ont eu des superbes carrières, qui ont été leaders dans leur discipline, mais qui n'ont pas su du tout la manager. Mais ils ont réussi à performer. Et tu as eu des personnes qui ont été des techniciennes, qui étaient très très bonnes dans la manière peut-être de s'exprimer en tant qu'athlète, mais qui sont jamais devenues championnes, et encore moins des légendes. Encore moins des personnes qu'on a envie de suivre. Aujourd'hui, tu as pléthore de champions. Il y en a peu dont tu te souviens. Et ceux dont tu te souviens, ils ont quelque chose sur lequel ils sont alignés, c'est qu'est-ce qu'ils sont et pourquoi ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils ont du coup à apporter en termes de valeur. Si j'ai rien à apporter à un collectif, on va juste se focaliser sur ton statut, tu auras peut-être une autorité sur moi, donc tu auras peut-être, une autorité, mais tu n'as pas d'impact ni d'influence. C'est un peu, tu vois, tu parles d'arnaque quand tu dis les écoles de commerce qui donnent des outils, etc. Moi je dis aussi souvent, c'est le cadeau empoisonné de l'entreprise. En fait, quand tu deviens manager, tout d'un coup, tu te retrouves, et tu l'as voulu ou pas d'ailleurs, mais tu te retrouves en tout cas avec un effet immédiat, plus haut que les autres dans l'organigramme et avec du pouvoir. Et l'erreur, c'est de croire que c'est ça être manager, avoir du pouvoir. Et la deuxième erreur, c'est de l'utiliser, ce pouvoir. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui va faire que tu vas réussir dans ton poste de manager. C'est ce que tu dis, ce qui va réussir dans ton poste de manager, c'est comment tu vas mettre les autres en action, et là, c'est plus en parlant au cœur des gens. Et alors, il y a des méthodes pour ça. Je dis pas, évidemment qu'il y a des méthodes, mais c'est sûrement pas le pouvoir hiérarchique qui va te faire tirer le meilleur de tes collaborateurs. Oh non. Tu t'incarnes une vision,
celui qui trouve des solutions, en tout cas qui amène un collectif aussi à la trouver en questionnant et pas en affirmant. Enfin, il y a tout un tas d'états d'esprit qui précèdent le fait d'avoir des compétences en stratégique et en gestion des KPI, des je ne sais quoi. Il y a des choses qui précèdent ça. Je dis pas que l'un est plus important que l'autre, mais je dis que les deux sont à prendre en considération de manière aussi importante, si ce n'est mais de manière prioritaire en basant sur la personne, ce qu'elle incarne et ce qu'elle dégage. Ce qui va faire qu'en son absence, les gens seront toujours en confiance. Ah, ça me plaît. Comment on mesure l'efficacité d'un manager? Moi, je réponds en son absence. On va voir son équipe quand il n'est pas là. Et si l'équipe travaille mal, c'est qu'il n'a pas fait son taf de manager. Ah oui, carrément. Ok, super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous partager des exemples de rituels à toi, perso? Alors, ils t'appartiennent, peut-être c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire, mais c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien voir comment fonctionnent les gens qui performent, pas pour les imiter, mais pour m'en inspirer. Je pense que c'est ce qui fait qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est que tu as cette intelligence. Moi, je l'appuie dans mes origines africaines, où on dit qu'un aîné, c'est vital, quoi. C'est une bibliothèque. Un aîné qui part, comme on dit, c'est une bibliothèque qui brûle. Et on peut s'inspirer de tout le monde. Tout le monde, en fait, et ça, c'est ma conviction. Chacune, là, et chacune des personnes qui va écouter ce podcast, j'espère qu'elle comprendra que le message, c'est que tu peux devenir champion de ton quotidien et tu l'es déjà. Maintenant, il y a des outils concrets. Pour moi, j'ai besoin de rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire que dans la journée, j'ai 2 temps de rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire que sur mon planning, je te montre mon agenda, j'ai 2 moments, ou 3 dans l'idéal, où je prends rendez-vous avec moi-même. Okay. Tout simplement, seul, sans téléphone, je marche. Ça peut être en me posant une question ou en essayant de faire le vide. Okay. Autre chose que je vais faire, c'est que j'ai des rituels du matin et du soir. Okay. Le matin, je vais me mettre en mouvement, je vais lire, je vais écrire. C'est ce qui m'a permis d'écrire mon bouquin. En fait, ça a été de rassembler les différentes choses et de rassembler aussi les différents challenges que les gens retrouvent aussi dans ce bouquin, des challenges que je me suis fixé aussi. Et dans ce moment-là, en fait, je me demande juste, je me pose des fois des questions un peu clés que j'ai déjà, que j'ai un peu dans des carnets comme cela. J'ai toujours des carnets avec lesquels je me balade. J'ai des carnets un peu, pas partout, parce qu'après, je réunis les écrits dans des outils un peu comme Notion, et aujourd'hui, c'est Notion. Avant, c'était Remember the Milk, c'était d'autres choses. T'as connu Remember the Milk? Oui, mais aujourd'hui, je travaille sur Notion aussi. Voilà. Et ces idées-là, en fait, souvent, soit elles sont à explorer dans la sphère professionnelle, familiale ou personnelle, et je me dis, mais waouh! Et c'est dans les moments où j'ai le plus d'attention, parce qu'aujourd'hui, c'est l'attention qui est qui est une valeur vraiment très précieuse et rare. C'est le niveau d'attention que tu peux avoir sur un sujet à un moment donné. Moi, je l'ai le matin. Et le soir, j'ai besoin de solder ma journée, quoi. J'ai pas envie de me réveiller le jour d'après avec les déchets de la journée d'avant, la veille. Je peux pas. Donc, c'est pour ça que j'ai ces rituels le matin, le soir et les rendez-vous dans la journée avec moi-même. Le soir, tu fais un genre de débriefing, c'est ça? Tu dis, ma journée, il s'est passé ça, ou? Alors, débrief, oui, qu'est-ce qui s'est bien passé et que je garde, que je voudrais bien reproduire? Qu'est-ce qui m'a marqué? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse de mieux, là? Je vais pas dire qu'est-ce qui s'est mal passé ou qu'est-ce que j'ai pas réussi à mettre en place, parce que s'il y a plein de choses que j'ai pas réussi à mettre en place ou que j'ai raté, c'est que j'ai pris beaucoup plus d'initiatives. Ou j'ai été très très déconcentré. Hein. Si c'est plusieurs fois la même chose que je mets pas en place, c'est que j'étais pas concentré ou je savais pas pourquoi j'étais dans ma journée. Mais ça c'est un peu plus rare. Donc je m'axe vraiment dans cette dynamique de progression en me disant qu'est-ce que j'ai bien fait et que je peux reproduire et qu'est-ce que je peux mieux faire. Super. Ou sinon quelles sont les choses qui m'ont marqué. Donc j'ai un stylo 4 couleurs et chacune des couleurs correspond soit à une leçon. Top. Un stylo comme ça, quoi. Un stylo comme ça. Super. Et donc ça, c'était des rituels quotidiens. Est-ce que tu as des choses à partager pour viser l'excellence? C'est-à-dire quand vraiment tu as envie de performer, de surperformer, etc. Est-ce que tu as des trucs ou est-ce que de toute façon ça se fait naturellement avec tes rituels quotidiens? Non, en fait, tout ce qu'on incarne à titre individuel a un impact sur le collectif. Et pour moi, je pense qu'on est d'abord énergie.
Quand je dis ça, il y a rien de trop ésotérique là-dedans, hein. C'est que quand t'as affaire à une personne qui baille ou qui est blasée, ça peut te toucher. Donc, à partir d'un moment, il faut connecter son énergie et la mélanger avec d'autres personnes aussi qui correspondent à ce à quoi tu aspires. Donc, de manière concrète, pour devenir excellent, tu t'entoures de personnes, tu crées des rencontres, tu vas dans des clubs, tu vas dans des moments inspirants. Si possible, des choses un peu qui désinhibent, sans rentrer dans le olé, hein, mais le sport, faire une partie de golf, marche. Je sais que moi-même, j'organise des moments détox. Là, en région parisienne, je fais ça et puis je vois les personnes que ça intéresse. C'est assez surprenant qu'ils viennent. Elles ont un numéro d'urgence où on peut les joindre. Elles ont des moments clés où elles peuvent être sur leur portable, mais au reste du temps, on est ensemble. On a des moments de réflexion, des moments de mouvement, on a des moments, des moments de soins. Il y a des personnes qui viennent aussi sur des parties soins. Ça va du massage énergétique à des fois, comment dire ça, là, tout ce qui est bol tibétain. Enfin, ça dépend des thématiques, quoi. On a des dynamiques des fois un peu bootcamp. Mais ces moments-là où on se connecte avec des pairs qui correspondent à ce à quoi on aspire ou qui vivent les mêmes problématiques que nous, mais qu'on veut transformer en challenge. Ça, je trouve que ça mène vers l'excellence. Okay. Et voilà, quoi. Ça, principalement, ça va plus être ça. Après, j'ai adopté le fait de consulter un thérapeute et un coach. Okay. Parce que il y a pas mal de choses qui peuvent laisser un peu des déchets et qu'il faut transformer, comme tout déchet, en énergie. Et puis après, pour arriver aussi à l'excellence, aussi, des fois, tu as des choses un peu toutes simples, c'est de ranger son environnement, de le trier, que ce soit au niveau personnel comme au niveau pro. Des fois, tu ouvres ton placard, tu as plein de trucs qui n'ont plus leur place là, et pour moi, ça peut être polluant dans la tête, et tout comme sur son ordinateur, ou ses outils numériques. Voilà. Okay. Mais je base les choses sur le mouvement, donc pour moi, c'est important qu'on connecte les choses au corps. Ok. Au moins une fois par mois, de se dire que je me forme et que je me connecte par le biais de ces rencontres-là. Et je pense qu'il y a toujours un moment dans la journée où je me pose la question, quelle chose nouvelle j'apprends là. Ok. Voilà. Super. Vraiment intéressant. Et toi, tu es manager, puisque t'as des équipes qui travaillent pour toi. Comment tu as des trucs par rapport à ça, évidemment, à part tout ce que tu as déjà partagé, pour que tes collaborateurs eux-mêmes soient des champions pour ton entreprise? Alors oui, il y a des projets que je manage, et puis dans le cadre de ce que je fais à l'extérieur, oui, j'ai à manager des personnes qui sont en plus indépendantes ou qui sont expertes dans leur domaine. D'accord. Par exemple, quand une entreprise me dit on a besoin de telle ou telle expertise, notamment c'est en lien avec le sport, il va falloir que je puisse manager la personne, lui dire l'accompagner dans les outils qui vont lui permettre de délivrer ce qu'elle sait, mais dans une trame qui correspond à l'identité de notre structure. Et bon, bref, en tout cas, ça c'est assez marrant. Donc, en tant que manager, moi, ce que j'aime bien, c'est de donner des challenges à mettre en application en mon absence. Par exemple, je vais dire à la personne qui va me dire, bah tiens, j'ai le l'embonpoint parce que j'ai pris le l'embonpoint parce que je sais pas, j'ai eu un enfant ou souvent t'as des hommes qui font un peu des couvades là comme ça, ou l'autre qui va te dire tiens, on reste dans le domaine du corps, mais en ce moment je sens que je suis en baisse d'énergie. Bah, je vais te fixer un challenge de tous les jours tu fais 5 minutes de cohérence cardiaque. La personne, est-ce qu'elle va le faire? Maintenant, si on vient au niveau du boulot à proprement dit, tu peux avoir des personnes qui vont avoir comme défi au niveau de l'entente relationnelle. Elles ont du mal à se piffrer, mais pour le projet, je vais les ramener au projet, je vais les mettre en binôme, et tu vas leur proposer en fait des outils sur la communication non violente. Ça peut être des choses comme ça. Et si jamais ça passe pas parce que ça marche pas, j'hésite pas en fait à faire des sessions où on va se mettre à transpirer ensemble. D'accord. Donc t'as les personnes des fois qui viennent avec le côté je suis blessé et tout ça, mais au final elles s'y prêtent au jeu d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, il y a différents types d'outils comme ça que je peux vraiment utiliser. Quand on a des réunions à mettre en place, je veille à ce que les personnes m'envoient leur contribution à la réunion en amont.
Et on a un système de gong qu'on met en place. Elles ont un round pour exprimer ce qu'elles ont à apporter en fait dans le cadre de cette réunion-là. Okay. Et on va la faire debout pour être sûr que les personnes y vont à l'essentiel, parce que sinon, ça peut faire mal aux pieds. Voilà. Ok, super intéressant. Bah, écoute, Enoch, on arrive à la fin du podcast. J'ai vraiment beaucoup appris et puis j'ai vraiment apprécié l'échange. Est-ce que tu as un message final que tu voudrais délivrer avant qu'on se dise au revoir? Le message, déjà, c'est que connectez-vous en fait à ce podcast qui pour moi fait partie des choses qui améliorent en fait le monde. Parce que on pense que c'est facile en fait de se connecter un dimanche matin là, comme on le fait, de réfléchir après une préparation en amont, mais c'est pas du tout facile en fait. Mais ça apporte en fait des choses qui peuvent contribuer à améliorer en fait le monde tel qu'on voudrait qu'il soit quoi, et tel qu'il est. Donc et les personnes aussi, n'hésitez pas en fait à vous connecter à ce qui vous anime vraiment et à comprendre qu'on fonctionne sous forme de cycle et pas sous forme de livrable, d'échéance, de deadline, on fonctionne sous forme de cycle. Donc d'accepter en fait que si toi tu veux être champion de ton monde à toi, que la personne peut-être elle est dans un autre cycle et tu vas pouvoir conjuguer avec elle, mais en acceptant la personne dans son cycle et sans avoir à exiger d'elle ce que toi tu peux exiger de toi-même. Et ça t'enlèvera une pression de dingue. Et aussi, dernière chose, savoure chaque instant dans lequel en fait tu es en train de progresser et prends le résultat comme une conséquence et pas comme quelque chose qui t'obsède et qui est vraiment la source de ce qui t'anime. Parce que ces résultats qui ont une valeur inestimable aujourd'hui n'auront plus de valeur demain, quoi. Super. Eh ben, écoute, je peux te dire que j'ai savouré l'instant avec toi. C'est partagé, sache-le, parce que wow. et que ça me fera avancer, j'en suis persuadé. C'est ça qui compte. Je te remercie infiniment pour ton temps. On mettra en descriptif du podcast tous les liens qui permettent de rentrer en contact avec toi, de voir tes livres, etc. Tu nous donneras le lien. Et donc, n'hésitez pas à consulter la description pour avoir accès à ça. Et aussi, comme vient de le dire Enoch, à nous donner un petit coup de main chez Outils du Manager. Pour ça, c'est super simple. Il vous suffit de nous donner un avis 5 étoiles ou de nous faire un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé, soit de l'épisode, soit du podcast. C'est pas un gros effort que je vous demande parce que, voilà, moi, ce que je m'engage en échange de votre effort, c'est de continuer à inviter ici des personnes inspirantes comme Enoch et puis à augmenter sans cesse la qualité du podcast. Merci pour votre écoute. Très bonne semaine et encore merci à toi, Enoch. Merci à toi, Cédric. Salut. Salut.